père, qu'est-ce qu'il disait? Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Québec à Saint-Basile investit 140 millions de dollars pour la mise en place d'un nouvel atelier de broyage de ciment. Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 46 millions au projet. Un tableau de Gino Carrier de Saint-Raymond trône maintenant le cabinet du ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Et où en est-il dans son projet de grande murale à Saint-Raymond? Gino sera avec nous en studio. Saint-Raymond lance officiellement une levée de fonds pour soutenir les réfugiés ukrainiens qui affluent en Pologne. Vous entendrez les témoignages du maire de Chełmno en Pologne et nous avons une entrevue avec Louise Beaupré et Julie Chamand. Et une activité de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies se tenait ce jeudi à l'Aréna de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, la 6e vague continue de donner des signes de recul au Québec. Québec rapporte aujourd'hui à la baisse 2119 hospitalisations, 57 de moins que la veille et 66 nouveaux décès liés à la COVID-19. 64 personnes sont aux soins intensifs, c'est 14 de moins qu'hier. Baisse de cas aussi dans la capitale nationale avec 1986 personnes infectées, dont 119 dans Portneuf, c'est 2 de moins qu'hier, et 138 dans Charlevoix. À Saint-Basile, le vendredi dernier, les dirigeants de Ciment Québec ont annoncé un investissement de quelques 140 millions de dollars, dont une aide financière globale de 46 millions des gouvernements du Québec et du Canada pour la mise en place d'un nouvel atelier de broyage de ciment à sa cimenterie de Saint-Basile. Ces nouveaux équipements permettront la production de ciment à plus faible empreinte carbone pour une réduction annuelle de près de 66 200 tonnes de CO2 et 20 de moins de consommation d'électricité par tonne de ciment. Le président, directeur général de Ciment Québec, Luc Papillon, nous explique le concept de ciment au calcaire qui permet ces performances. Mais il est aujourd'hui déjà clairement établi que la carboneutralité va passer nécessairement par l'adoption d'une combinaison de diverses approches technologiques. Parmi celles-ci, le remplacement accru d'une portion du clinker par de la pierre calcaire dans la tonne de ciment. C'est ça qu'on appelle le ciment au calcaire. Le clinker, qui est produit dans les fours des cimenteries, est le principal agent réactif du ciment, permettant de générer l'effet de liant et de donner la force au béton. Toutefois, principalement à cause de la transformation chimique qu'elle requiert et qui est incontournable, la production de clinker est une opération grande émettrice de gaz à effet de serre. Diminuer l'apport de clinker dans la tonne de ciment apparaît donc une méthode logique pour en réduire son empreinte environnementale. Mais pour produire du ciment au calcaire sans impact de qualité pour le client, il faut broyer les matières beaucoup plus finement et cela requiert des équipements adaptés. Pour Ciment Québec, la transition vers les ciments au calcaire est identifiée comme une des prochaines étapes
dans la poursuite de notre quête visant la réduction de notre intensité carbone. Nous avons donc décidé d'aller de l'avant avec la construction d'un nouvel atelier de broyage qui fera appel aux équipements les plus technologiquement avancés dans l'industrie. Un nouveau circuit de réception, d'entreposage et de manutention des matières premières sera aménagé et la mise en fonction commerciale des nouveaux équipements est prévue au début de l'année 2024. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a souligné particulièrement la performance de Ciment Québec dans la réduction de son empreinte carbone, équivalent à plus de 19 000 voitures qui passeraient de l'essence à l'électricité. Donc, le geste qu'on vient poser ici, que Ciment Québec s'engage à faire et qu'on vient supporter, c'est l'équivalent de prendre 19 500 véhicules à essence et de les mettre à l'électricité de manière pérenne, puisque le processus a une durée de vie là, qui est bien supérieure aux prochaines années. Alors, ici, on voit qu'on a une entreprise qui permet le développement économique, socio-économique du Québec, et qui a une perspective de développement durable où on veut réduire justement son empreinte. Donc, c'est un projet parfait auquel il nous fait grand plaisir de contribuer. Par voie d'une vidéo, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, a annoncé 17 500 000 à Ciment Québec dans le cadre du programme Éco-Performance. Cette annonce, pour M. Guilbeault, vient consolider le travail d'équipe qu'il faut établir entre les gouvernements, l'industrie, les municipalités et les citoyens pour réduire son empreinte carbone. Nous sommes fiers d'appuyer Ciment Québec et de collaborer du même coup avec le gouvernement du Québec par le biais de leur programme Éco-Performance. Cette annonce est un autre exemple de l'importance de la collaboration afin de bâtir une économie forte et miser sur une croissance propre pour le Québec. Depuis 2017, nous avons investi 274,5 millions de dollars au Québec dans le cadre du Fonds pour une économie à faible émission de carbone. Depuis le lancement de ce fonds, nous avons rencontré une multitude de groupes qui nous ont approchés et présenté des projets innovants, des projets qui permettent de réduire la pollution tout en créant des emplois de qualité dans une économie saine et verte. Notre gouvernement a un agenda ambitieux dans la lutte contre les changements climatiques et, grâce à l'implication des communautés, des entreprises et des citoyens à travers le pays, nous pourrons faire une réelle différence. Pour leur part, le député de Portneuf, Vincent Caron, et le maire de Saint-Basile, Guillaume Vézina, ont salué le caractère socio-communautaire de Ciment Québec et cette annonce vient consolider le lien entre la cimenterie et Saint-Basile. Je veux aussi saluer l'acteur corporatif que vous êtes et je vois en arrière du ministre que votre épouse est là également. Je sais à quel point Ciment Québec s'implique dans la municipalité. Il y a bien des projets qui sont nés ici qui n'auraient pas pu voir le jour sans l'intervention de Ciment Québec. Bref, vraiment très heureux de l'annonce d'aujourd'hui parce que je sais que, et Guillaume me le disait tout à l'heure, on a aussi l'assurance que la cimenterie va perdurer dans le temps avec un investissement tel que celui que vous allez faire dans les prochains mois. On sait que ce n'est pas pour une vingtaine d'années, mais ça va se projeter dans le temps. Ciment Québec. Bonjour tout le monde. Donc, c'est pas facile de prendre la parole après deux personnes qui ont des qualités oratoires beaucoup plus aisées que les miennes. Mais ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Puis Vincent, ça me fait même plaisir de voler beaucoup de mes paroles. Puis c'est en plein ça que je voulais vous dire. Nous autres, à Saint-Basile, on est vraiment heureux de cet investissement-là parce que ça vient stabiliser, ça vient confirmer qu'il y a une vision de développement à moyen et long terme de Ciment Québec à Saint-Basile. Puis ça, on en est fiers, ça nous rassure. Puis en plus, ça se fait dans un développement environnemental qui est moderne, qui est à jour. M. Papillon m'a expliqué un petit peu le procédé tantôt. Puis je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec M. Papillon à un moment donné où je parlais d'un procédé qui était utilisé en Ontario où il venait capturer les gaz dans le béton. Puis il m'a dit non, Guillaume, nous autres, on est un pas en avant. Au lieu d'aller les capturer, on va arrêter de les produire, puis on va mettre du ciment calcaire. Dans le fond, on va produire du ciment calcaire, donc on va produire moins de gaz à effet de serre. Fait que nous, on est très contents du côté environnemental, mais je ne vous ferai pas de cachette. À Saint-Basile, on est encore plus contents du côté économique. Puis comme Vincent l'a mentionné,
c'est beau le côté économique, mais il y a le volet social, que des fois, les gens ne comprennent pas qu'avec une compagnie comme Ciment Québec, on n'en a pas 50, on en a une compagnie comme ça chez nous. Puis on a une très bonne relation avec M. Papillon et sa compagnie. Puis quand je dis M. Papillon, sa compagnie, c'est ses employés aussi. Je vois M. Godreau qui est ici, qui nous a déjà donné un bon coup de main pour des organismes de Saint-Basile. Les gens, des fois, ne sont pas conscients de l'implication sociale. Puis je sais qu'en plus, la compagnie ne cherche pas à se mettre en évidence tout le temps, mais nous, on l'apprécie grandement. Puis ça affecte le quotidien d'un paquet de gens, même des gens qui ne travaillent pas chez Ciment Québec, vont profiter d'installations qui ont été réalisées et réalisables grâce à Ciment Québec. Le Centre nature de Saint-Basile pourra poursuivre son développement grâce à une subvention de près de 79 000 $ du gouvernement du Québec pour maintenir et bonifier son offre de sentiers pour les vélos de montagne durant les 4 saisons. L'aide financière est accordée à la suite du 4e appel de projet du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air du gouvernement du Québec. Le président du Centre nature de Saint-Basile, Marc Piché, nous décrit les travaux que son équipe prévoit réaliser l'été prochain. Le Centre nature va rajouter plus de 20 000 $ de ses fonds d'opération. Donc cet été, c'est plus de 100 000 $ qu'on va investir ici. 100 000 $, quand on en fait beaucoup en bénévolat, c'est 175 000 $. Vous savez, ça coûte cher, la main-d'œuvre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, mais on va en faire beaucoup nous autres mêmes. On parle du développement qu'on a fait à l'extérieur avec l'aide pour le sentier pédestre. Avec ce qu'on va faire là cet été, on refait une signalisation toute neuve. On s'assure de maintenir ce qu'on a déjà. On va développer des choses nouvelles et on va aussi rénover deux ponts qui ont besoin d'un peu d'amour. Des négociations sont en cours avec des propriétaires terriens pour le passage de sentiers et les ententes devraient se conclure et annoncer sous peu. L'équipe du Centre nature de Saint-Basile, une organisation à but non lucratif et en opération depuis 1976, a refait l'intérieur du chalet d'accueil durant la pandémie. Écoutons à nouveau le président Marc Piché. Mais dans les 2 dernières années, avec nos fonds d'opération et quelques autres aides financières, on a refait une cuisine toute neuve. On s'est fâché un samedi matin, on a sorti à la vieille. On a fait une cuisine neuve, on a des planchers en époxy neufs à la grandeur. On a refait les divisions sous-sol. On a des toilettes neuves, on a des systèmes de chauffage neufs. On a du drainage qui a été fait, on a un garage neuf. On a des équipements neufs. On avait une bonne tâche quand on a commencé la reprise en charge, je dirais, là, des infrastructures ici. Et là, on arrive au moment où on peut commencer à développer, à rajouter des choses. À Saint-Raymond, dimanche après-midi, le 1er mai dernier, la Ville a lancé officiellement une levée de fonds jusqu'au 31 mai pour soutenir les réfugiés ukrainiens qui affluent en Pologne ces jours-ci, particulièrement dans la ville de Chemno, qui compte 18 000 habitants. La Ville a procédé au lancement de l'exposition du peintre d'origine polonaise Stanislas Stronikowski au centre multifonctionnel et une conversation en visioconférence a eu lieu entre le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, et le maire de Chemno, en Pologne, qui accueille plus de 300 réfugiés actuellement. Les tableaux de l'exposition intitulée « Pour ne pas oublier » ont été créés en 2019 afin de souligner la fin de la Seconde Guerre mondiale survenue 75 ans plus tôt. Le peintre Stanislas Stronikowski demeure toujours en contact avec sa famille en Pologne et il nous décrit le mouvement de réfugiés qui se déroule actuellement dans son pays. À date, il y a eu 5,3 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine à cause de la guerre, majoritairement des femmes et des enfants. Sur les 5,3 millions, il y en a à peu près 2 millions, il y en a à peu près la moitié, 2,5 millions, qui ont été accueillis par la Pologne. OK? Donc, et naturellement, comme je disais, ce sont majoritairement des femmes et des enfants. Donc, je tiens à vous remercier d'être ici et je tiens à vous remercier des dons que j'espère que vous allez faire. Ça va sûrement apporter un peu d'espoir à cette population qui a dû fuir son pays. Donc, dziękuję bardzo. Slava Ukraina. Merci.
Ces réfugiés ont de nombreux besoins à combler et traversent une situation très difficile. Le maire de Tchemno, Arthur Mekiewicz, nous décrit l'aide qu'ils pourront fournir aux femmes et aux enfants. On les aide tous les jours et, comme je viens de dire, ce sont surtout les femmes avec les enfants qui sont arrivés à Tchemno. Donc, ils ont besoin de notre secours. Et si on obtient de l'argent de la ville de Saint-Raymond, on va acheter des vêtements, des produits alimentaires, on va acheter des médicaments qu'ils ont besoin aussi, et aussi des objets scolaires pour les étudiants ukrainiens. Et on voudrait aussi financer des excursions pour les enfants de l'Ukraine. Donc ce sont les besoins les plus importants. Devant une question du maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, le maire de Tchemno a avoué qu'il est très difficile actuellement de vivre cette guerre. C'est très dur pour nous parce que la guerre a lieu juste à côté de notre frontière. Donc beaucoup de Polonais craignent que le conflit peut-être va se développer et on sera menacé aussi. Ce qui nous donne un peu la sûreté, c'est ce qu'on est le membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça nous donne un peu de confort, mais on n'est pas sûr comment la situation va se développer. Donc nous ne sommes pas tout à fait confortables et les images qu'on voit à la télévision, les villes complètement détruites, comme Mariupol par exemple, ça nous donne beaucoup de chagrin. Donc c'est la première fois dans notre vie que la situation de guerre est si près de notre frontière. Donc c'est dur. Le maire Claude Duplain a annoncé que la ville de Saint-Raymond doublera la mise du public. On l'écoute. À la ville, on a passé une résolution pour pouvoir aider chaque Ukrainien qui arrivera à Saint-Raymond, pour pouvoir de base lui donner un montant d'argent. Et on a passé une deuxième résolution où, dans cette offensive STAN de ramasser de l'argent, la ville va doubler ce que l'on va ramasser dans Les dons peuvent donc être acheminés en personne au centre multifonctionnel et à l'hôtel de ville ou par téléphone en appelant à la ville de Saint-Raymond. L'exposition et la levée de fonds prendront fin le 31 mai. Et pour nous raconter justement son implication bénévole pour accueillir des réfugiés, on reçoit Louise Beaupré de Saint-Raymond et aussi en surprise, on reçoit Julie Chamand qui viennent d'accueillir effectivement des réfugiés ukrainiens dernièrement. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci de votre visite en studio. Peut-être tout d'abord, Louise, vous avez assisté au déjeuner des Chevaliers de Colomb dimanche matin et vous avez aussi assisté à la rencontre en après-midi. Est-ce que vous avez Donc, pour l'après-midi. Êtes-vous assisté aussi aux deux événements? Ou... on a assisté aux deux événements, oui. On était avec Louise à chaque fois pour tout. OK. Et Louise, comment vous avez apprécié justement l'événement avec le déjeuner avec les Chevaliers de Colomb? J'ai trouvé ça tellement réconfortant pour Sacha puis Julie, parce qu'ils ont travaillé tellement fort depuis le tout début que la guerre a commencé, parce qu'ils ont été les premiers à être réveillés au milieu de la nuit pour dire que la sœur à Sacha bombardait proche de chez eux. Or, à partir de ce moment-là, Sacha puis Julie se sont mobilisés. Puis moi, qu'est-ce que je voulais parler lors du déjeuner? C'était d'exprimer comment que j'avais... Puis pas avec moi, là. Louis Bourassa, Manon Voyer, puis tout ça. Comment qu'on avait de l'admiration face à ces deux jeunes-là qui se sont mobilisés énormément pour accueillir ces dames-là. Oui.
Et c'est parce qu'on vous a demandé justement de prendre la parole devant le groupe? Oui, c'est ça. Ah oui? C'est ça. Belle expérience. Ah, ben là, c'était ça. Oui, c'est ça. Et vous avez assisté aussi en après-midi à la rencontre avec le maire de Tchemino? Est-ce que vous avez assisté à cette rencontre-là? Non, on n'y a pas assisté. Par contre, on a vraiment assisté à la première partie avec les 2 députés puis les chevaliers de colon. Donc, ça a été vraiment une très, très bonne représentation d'ailleurs qu'on a fait ensemble, oui. Oui. Parce que là, vous avez vécu cette expérience-là. Oui. La famille d'accueil, en fait, que vous avez reçue sont partis, là, actuellement. Là. Oui, tout à fait. En effet, nous, le but premier, en fait, on avait des objectifs. C'était, dans un premier temps, de les faire sortir de l'Ukraine. Ça a été fait. Notre deuxième objectif, c'était qu'elles aient un endroit où elles puissent dormir. Donc ça, c'est le sous-sol qui a été fini en un temps record, en 17 jours. Et le troisième objectif, c'était tout simplement qu'elles aient un début de francisation, ce qui a été le cas. Mais après, c'est vrai qu'elles ont préféré partir dans la région de Québec, parce qu'on a eu des difficultés à trouver tout ce qui était un logement et un emploi. Ça a mis un peu de temps et c'est vrai qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était arriver à être autonome et indépendante assez rapidement. Donc c'est sûr qu'en discutant, puis en mettant les choses à plat, c'est des choses qui sont venues. C'est vrai que nous, quand elles sont parties, c'est quelque chose qui nous a fait bizarre, parce qu'on les a quand même eues pendant un mois. Mais en même temps, c'était le but. Le but, c'était qu'elles soient indépendantes, qu'elles prennent leur autonomie, puis c'est ce qu'elles font. Donc en fait... Pour ça, on est super contents. On a réalisé tous nos objectifs. Ouais. Ça, vraiment... À partir de cette expérience que vous avez vécue, comment vous voyez l'accueil, justement, de d'autres réfugiés dans la région, dans une région comme Saint-Raymond? Parce que c'est un milieu rural, quand même. Est-ce que les gens s'attendent à ça ou... comment vous voyez ça? C'est compliqué. Je pense pas qu'ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Je pense que les villes où elles habitaient, que ce soit Ternopil ou autre en Ukraine, c'était quand même des grandes villes. Ce qui fait que le fait d'arriver à Saint-Raymond, dans une ville comme Saint-Raymond, pour elles, ça leur a fait un choc, entre guillemets. Mais c'était pas quelque chose... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées à venir dans la ville et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Nous, je sais que ça fait qu'1 an qu'on est ici, mais il y a une générosité dans la ville de Saint-Raymond qui est assez impressionnante. Donc je pense qu'en faisant les choses, puis c'était vraiment les premières Ukrainiennes qui arrivaient aussi, mais je pense qu'en mettant des choses en place, puis en faisant les choses, il y a, je pense, des possibilités pour qu'il y ait des familles ukrainiennes qui s'installent ici. Ouais. Est-ce que vous impliquez, Louise, encore dans le processus ou comment vous voyez ça, vous, de votre côté? Bien, je pense que il a fallu que Sacha puis Julie agissent rapidement pour pouvoir faire tout ça, pour les accueillir. Ouais. Et je pense qu'il va falloir comme prendre un petit recul puis voir comment peut-on les aider le plus possible. Puis moi, j'ai été contente de rencontrer André L'Espérance qui avait accueilli les familles syriennes à Saint-Raymond. Oui, oui. Et André m'a fait part de son expérience en tant que telle. Puis qu'est-ce que je savais, c'est qu'il avait ramassé des sous avant que cette famille-là, elle arrive, pour être capable de les loger, capable de les nourrir, capable de pouvoir bien les intégrer dans Saint-Raymond. Puis moi, ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai su qu'ils étaient encore ici, puis les enfants étaient bien intégrés au milieu scolaire. Là, présentement encore ici à Saint-Raymond. Intégrés, parce que ça fait quand même quelques années. Ben oui. Les petites filles aiment bien leur école, puis ils ont de leurs amis, puis la madame, elle travaille aussi, puis sont bien intégrés. Alors, quand on est arrivé à essayer de trouver un logement à Saint-Raymond, il n'y en avait pas. Ouais. Et le transport, ces dames-là avaient des permis de conduire en Ukraine, ça, mais ils ne sont pas reconnus au Québec. Alors, comment pouvaient-elles se déplacer? OK. Et puis, Julie et Sacha ont une belle petite maison, mais dans le rang de la montagne, ils ne sont pas au centre-ville. Alors, tu comprends-tu que c'est tous des petits détails, des fois, qui fait que où ces dames-là pouvaient plus s'épanouir, plus s'intégrer dans la société québécoise. Mais peut-être que Québec, c'était un choix dans l'immédiat. Peut-être plus facile. Plus facile. Mais il va falloir qu'on pense à mettre des infrastructures au niveau à Saint-Raymond pour dire les prochaines familles, quand ils vont venir, à quoi ils vont s'attendre. Et en plus de ça, savoir, OK, telle problématique, comment qu'on le règle, etc. D'abord, il va falloir qu'on s'assoie là, dans les semaines puis les mois qui s'en viennent. Parce que... Et puis, l'autre chose qui arrive, c'est que
c'est drôle, mais quand les dames sont parties, on voulait leur donner des choses qu'ils avaient reçues en cadeau de Saint-Raymond. Et les dames disaient, non, 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 gardez ça, gardez ça. Puis ça, on parlait via Google Traduction, là. Il disait ni, 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 qui veut dire non, non, non en ukrainien. Et il disait, donnez-les aux prochains Ukrainiens qui vont venir s'établir à Saint-Raymond. Alors, ils ont beaucoup apprécié être à Saint-Raymond, ils ont beaucoup aimé la générosité des gens. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que au début comment je pourrais dire ça, de mon aventure ou de l'histoire, on a dit que tous les sous que le monde voulait donner, que ce soit donné à SOS Accueil à Saint-Raymond. OK, ouais. Alors, SOS Accueil ont été généreux, ils ont accueilli les dons. Et on a dit que... Et quand les madames sont parties, les dons sont restés à SOS Accueil. Alors, c'est pas parti. Ça veut dire, s'il y a d'autres familles qui viennent s'installer... en bénéficier. C'est ça. Puis SOS Accueil a été généreux parce que il fallait trouver des vêtements pour les madames. Parce qu'ils étaient partis avec une petite valise. Il n'y avait plus rien. Elles n'avaient rien du tout. Non, les enfants, plus de jouets, plus rien d'abord. Ils ont eu des jouets, ils ont eu toutes sortes de choses pour pouvoir permettre aux enfants de vivre une vie normale. Et puis, mon Dieu... Parce qu'il y avait 2 enfants. C'était 2 jeunes enfants? 3 jeunes enfants? Ils ont accueilli 3 madames. Oui. 3 dames. En fin de compte, comme j'expliquais à mes amis, j'ai dit, il était Julie, Sacha, puis une petite fille de 3 ans. Il est arrivé les 2 jumelles en tant que telles. Et là, ils ont accueilli 2 dames avec 2 enfants. Et comme leur 3e ami n'était pas arrivé, mais ils ont dit à Julie et à Sacha, on peut-tu les avoir avec nous autres? Alors, ils ont accueilli 6 personnes dans leur sous-sol. En fin de compte, ils étaient 11 dans la maison. Ça fait beaucoup, c'est ça. Ça fait beaucoup. Il faut que ce soit temporaire. Est-ce que vous recommenceriez cette expérience? Oh oui, vraiment. Nous, on reste toujours famille d'accueil. On verra. Soit on reste famille d'accueil à temps complet en attendant que les personnes, si elles décident de s'installer, elles restent avec nous, elles font les choses à leur rythme. Après, on peut être aussi famille d'accueil itinérante. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on accueille les familles s'il faut que 15 jours. Et après, ces familles-là peuvent repartir. Mais nous, le but, c'est ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les familles s'installent à Saint-Raymond. Comme je vous dis, même nous, ça fait 1 an qu'on est là, mais on n'a jamais eu autant de générosité de la part des gens. C'est impressionnant. Exactement. Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Est-ce qu'il y a un comité qui se forme actuellement? Il y a un comité qui a été formé. Sacha, Julie sont dessus. Il y a Lydia Montmartre et il y a 2 dames... D'Accès Travail Portneuf. D'Accès Travail, Immigration Portneuf. Bonne équipe. Et on va se réunir et on va faire des projets pour pouvoir permettre... Parce que, vous savez, c'est pas fini, là, l'affaire du crâne. Non, ce n'est que le début, là, actuellement, c'est certain. Et on va recevoir certainement d'autres personnes. Alors, on va suivre ça de près aussi avec vous. Merci encore une fois. Alors, Louise Beaupré, bénévole, et Julie Chamand, merci infiniment de cet entretien. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Gino Carrier. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne.
La Sûreté du Québec nous rappelle que l'arrivée du beau temps signifie aussi le retour des vélos sur les pistes cyclables, dans les rues, trottoirs et sur le bord des routes. Dans le cadre du mois du vélo, on invite tous les cyclistes à adopter des comportements préventifs et de respecter le code de la sécurité routière. D'ailleurs, pour en savoir davantage sur la loi, les bonnes pratiques et techniques à adopter, ainsi que les différents équipements à posséder comme cycliste, un document numérique est disponible sur le site web de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC. Plus de 90 personnes représentant 45 organisations issues du milieu associatif, politique et civil ont assisté cette semaine à Québec aux États généraux sur les conditions de vie des aînés. Les participants ont échangé et débattu autour de la santé, la participation citoyenne, la défense des droits et les finances. Les discussions ont mené les participants à s'entendre sur une déclaration commune. Parmi les principales actions à mettre en œuvre dès maintenant, on exige que la priorité absolue soit accordé au soutien à domicile pour assurer la dignité et la sécurité des personnes aînées et en respectant le droit à chacun de vivre et de vieillir là où il le souhaite le plus longtemps possible. On exige également un financement public et universel de la prestation des soins et services de santé dédiés aux personnes aînées et que la qualité des soins soit rehaussée dans les établissements de soins de longue durée. On exige aussi dans cette déclaration commune que les personnes aînées aient accès à une sécurité financière et à des revenus viable, que la bientraitance devienne une valeur fondamentale de la société québécoise en mettant fin à l'agisme et à la maltraitance sous toutes ses formes et que le Québec se souvienne des victimes de la COVID-19. La Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf, la FASAP, lance la période de mise en candidature aux athlètes pour l'obtention d'une bourse jusqu'au 30 juin prochain. Les athlètes ou leurs parents doivent demeurer sur le territoire de la MRC de Portneuf. 3 catégories d'athlètes sont en lice. En plus de l'athlète s'étant le plus illustré durant la dernière année, les 3 catégories sont athlètes de niveau national et international, athlètes de niveau provincial et l'athlète de niveau développement et de la relève. La catégorie développement et entraînement en temps de pandémie est maintenue pour reconnaître les efforts des athlètes qui ont poursuivi leur développement malgré les nombreuses restrictions sanitaires. Un maximum de 30 boursiers seront sélectionnés par le comité. Soulignons que le souper bénéfice de la FASAP prévu en ce mois de mai a été annulé, mais un tournoi de golf bénéfice se tiendra le jeudi 25 août au club de golf des Pins de Saint-Alban. Les détails suivront sous peu. La MRC de Portneuf a octroyé la somme totale de 45 000 $ à 7 projets dans le cadre du Fonds patrimoine et culture. Le financement des projets à caractère artistique et culturel peut atteindre un montant maximum de 7 500 $ ou jusqu'à concurrence de 50 des coûts du projet. Les organisations à but non lucratif retenues sont Art et Saveurs Portneuf, la Biennale internationale du lin de Portneuf, Culture et patrimoine de Deschambault-Grondines, Culture Saint-Casimir, le Festival de la banquise à Ville de Portneuf et le Parc naturel régional de Portneuf, ainsi que la Maison Plamondon à Saint-Raymond. Un total de 88 600 $ ont été investis par les organismes eux-mêmes. 13 projets avaient été soumis au comité de sélection. À Fossambeau-sur-le-Lac, l'équipe de la Chapelle du Lac a dévoilé sa programmation estivale 2022. Cette deuxième saison débutera le samedi 25 juin avec l'artiste Damien Robitaille, Daniel Boucher le jeudi 7 juillet, Charles-Richard Hamelin, un des pianistes les plus doués de sa génération, sera présent le vendredi 15 juillet et Vincent Vallière le mercredi 21 juillet. Lors d'une grande fête en plein air, le samedi 6 août, sur le terrain en façade de la Chapelle, se tiendra un hommage à Simon Garfunkel et Cat Stevens avec le groupe Time It Was. Joe Bocan sera de la partie le jeudi 11 août et Luce Dufault le jeudi 18 août. La saison se terminera par le spectacle de l'humoriste Mario Jean avec son 6e one-man show. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Et rappelons que la Chapelle du Lac à Fossambeau-sur-le-Lac a été désacralisée en 1995 et est la propriété de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac depuis 1997. La chapelle est citée monument patrimonial.
La finale de la 5e édition du concours en entrepreneuriat agricole sur les traces de Louis Hébert le 22 avril dernier a couronné Mme Iris Chabou, grande gagnante pour son projet aux champignons, une ferme spécialisée dans la production de champignons sur le territoire de la ville de Québec. Ce premier prix est assorti d'une bourse totale de 6 000 $. Philippe Deslauriers a remporté le deuxième prix d'une valeur de 3 500 $ pour son projet intitulé Vignoble des Lauriers, situé sur l'île d'Orléans. Le troisième prix et le prix coup de cœur du public ont été décernés à Marie-Pierre Briand-Piché et Daniela Valasco Alvarado pour leur projet Ferme Plantes Colorantes, spécialisé dans la culture et la transformation de plantes en teinture naturelle sur textile, situé sur la côte de Beaupré. L'artiste peintre Gino Carrier de Saint-Raymond a remis gracieusement un portrait qu'il a peint de l'ex-chef Huron-Wendat, Max Gros-Louis, au ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Cette représentation du grand homme trône maintenant au cabinet du ministre. Le dévoilement a eu lieu mercredi dernier en compagnie du député de Portneuf, Vincent Caron, et du ministre Yann Lafrenière. Pour nous raconter cet événement et aussi de ses autres projets, on reçoit ce soir Gino Carrier. Bonsoir, Gino. Bonsoir, Michel. Merci d'être présent avec nous en studio, Gino. C'est moi qui vous remercie. Gino, raconte-nous comment ça s'est passé mercredi passé au cabinet du ministre des Affaires autochtones. Une belle présentation, hein, on imagine. Hein? Tout à fait. Je dirais une inauguration qui s'est passée un peu sous l'égide familiale, parce que beaucoup de membres de la famille de feu M. Gros-Louis étaient là. Il faut revenir au début un petit peu aussi en disant que ça faisait déjà tout près de 11 ans que je cherchais une belle place pour ce grand tableau-là, qu'on avait dévoilé à Saint-Raymond à l'époque, dans l'exposition Images amérindiennes. Et bon, avec le temps, c'est sûr qu'à quelque part, j'aurais aimé offrir cette chance-là à M. Gros-Louis de son vivant. Malheureusement, les as étaient plus alignés cette année, plus qu'autrement. Mais ça s'est fait quand même. J'avais annoncé, moi, la possibilité d'offrir le tableau si jamais je trouvais une place vraiment intéressante pour lui. C'est le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, qui a vu mon annonce. Et via Messenger, me contacte, il me dit « Monsieur Carrier, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Donnez-moi quelques secondes. » Alors, je vois des petits points apparaître. Le temps passe. 2 minutes après, M. Lévesque revient et dit « Est-ce que le cabinet du ministre des Affaires autochtones serait une place intéressante pour vous? » J'ai dit « Vraiment, vous me gâtez. » Fait que depuis ce temps-là, c'est ça, depuis 1 an et demi, on essayait, malgré la pandémie, là, de pouvoir se réunir pour pouvoir avoir lieu cet événement-là. OK. Donc, cet appel-là, ça date d'1 an et demi? Ah oui, parce que, bon, les conditions, hein, là, présentement, nous, on ne porte pas de masque ici parce qu'on est assez loin l'un de l'autre, là. Je suis parfaitement vacciné, vous aussi. Mais il y a 1 an de ça, déjà, on est encore en plein là-dedans, là. Donc, c'était difficile. On m'avait demandé aussi de faire une liste d'invités. Alors, c'est sûr et certain qu'on voulait avoir des gens de la communauté, mais des gens aussi de la famille de Max. Parce que, en ayant cette offre-là, c'est un peu comme un choix symbolique où M. Gros-Louis va encore assister à la politique autochtone au Québec. Alors, c'était vrai pour moi, c'était une belle occasion. Puis, M. le ministre a été vraiment extraordinaire aussi. Et de renouer avec la famille aussi, parce que tu as quand même rencontré... Tout à fait. Mais moi, j'étais un petit peu surpris, victime un peu du personnage qui était Max Gros-Louis aussi, l'importance qu'il avait pour la politique, mais l'importance pour sa famille aussi. Beaucoup de membres étaient là. Son fils, sa conjointe aussi était là, ses enfants. En tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et avec M. le ministre qui a été vraiment un hôte de choix. Oui, parce que le tableau, c'est quoi la grandeur? C'est très grand. Oui, c'est grand. Je pense qu'aujourd'hui, ça correspond bien parce qu'on a toujours dit de lui plus grand que nature. Oh, oui, tout à fait. Oui, et le tableau mesure tout près de 5 pieds par 4 pieds environ. Là. Alors, mais c'est ça. C'est comme, on dit que tout arrive pour qui sait attendre. 11 ans, je trouvais que c'était bien aussi. C'était le bon moment. Puis pour la famille, c'est un beau cadeau aussi. Puis c'est une belle reconnaissance aussi du gouvernement par rapport à son rôle. C'est sûr. Avec les années aussi, là.
Tout à fait. Oui. Gino, parle-nous maintenant de ton projet, ton grand projet de grande murale à Saint-Raymond, qui date quand même de plusieurs années. Ça fait longtemps que tu songes à ça et que tu souhaites justement là, tout à fait. réaliser ça. Bien, j'ose croire que cette année, c'est l'année de la production. Oui, okay. oui. On va sûrement la voir apparaître. J'attends sous peu avec le printemps à nouveau, puis la pandémie qui se calme un peu aussi, là. On est rendu à cette étape-là de réaliser physiquement les tableaux, les panneaux. Les gens ont peut-être oublié, mais on parle facilement de 12 pieds de haut, 80 pieds de haut, 30 panneaux de 4 par 8. 80 pieds? Oui. C'est quand même assez... C'est énorme. Oui. Et on veut aussi... Moi, j'aimerais ça qu'on ait un éclairage saisonnier aussi, qu'on puisse l'avoir le soir, quand on a nos fameuses prestations musicales au Pont-Tessier. Mais c'est ça, on est rendu là. La pandémie, ça n'a pas toujours aidé pour tout le monde. Dans mon cas, moi, je pense que ça m'a donné un coup de main avec le temps, parce que la première moulture, disons, on peut dire, de la murale, était plus tranquille un peu. Le temps de passer tout ce temps-là, de travailler aussi avec M. Gros-Louis, parce que on s'est quand même suivi petit peu juste avant qu'il parte. M'a donné la chance de revamper un peu la façon de voir la chose. Plus dynamique maintenant, plus colossale aussi dans le rapport avec l'environnement, le territoire. L'incorporation aussi de la Première Nation Wendat là-dedans. Alors, par respect aussi, parce qu'ils ont toujours été là aussi sur le territoire. Donc, et encore des membres aujourd'hui qui demeurent parmi nous aussi. Donc, tout ça, contexte, une murale vraiment, je pense qui reflète le goût, l'amour du territoire, de la communauté de Saint-Raymond pour son territoire, puis en même temps pour son histoire aussi. Oui. Parce que la murale, si tout va bien, elle serait... en fait, c'est le mur de l'aréna du côté là, du Pont-Tessier. Du Pont-Tessier. Oui, okay. Face au Pont-Tessier. Donc, puis si on réussit à avoir les sous normalement pour l'éclairer en saison, on aurait la chance de pouvoir l'avoir le soir. Bon, jusqu'à un certain point aussi, parce qu'on ne veut pas déranger non plus trop le voisinage. Ouais. Mais normalement, si ça coïncide avec la fin des spectacles, quand c'est le cas, une heure raisonnable aussi, je pense que ça saura attirer beaucoup de gens à venir voir ça le soir, autant que dans le jour. Et je travaille présentement sur une série de chroniques aussi, parce que l'histoire qu'il y a derrière tout ça, la recherche que j'en ai fait en sorte que si l'image, c'est bien, on dit une image vaut 1000 mots, mais si on peut mettre quelques petits paragraphes, expliquer un peu quelques parties, ça rend la chose plus intéressante encore. J'ai fait dernièrement le legs d'une des bannières à l'école Marguerite Diouville. OK. Et je suis en train de faire les chroniques, justement, qui donneront un peu, je dirais, un petit hors-d'œuvre pour ceux qui commencent à s'intéresser à l'histoire. Les jeunes pourront avoir des débuts d'intérêt pour nos festivals, la Grosse Bûche, Neige en fête, la drave qui s'est faite sur notre rivière, les différents concours, enfin, tout. Et je parle aussi des écrivains qu'on a, dont M. René Ouellette aussi, qui a fait son fameux roman L'histoire des Roquemonts, qui est dans le territoire ici, là, aussi. Donc, on parle du snowmobile, on parle des inventions qui nous ont permis de conquérir un peu ce territoire-là. La locomotive Beamer, qui fait l'envie de tous les jeunes et les moins jeunes, qui ont connu un peu cette histoire-là de la Saint-John's, qui s'est développée, puis grâce à elle aussi, qu'on a pu acquérir puis s'installer plus confortablement ici dans la vallée. Est-ce que le financement est complété? Non, pas encore. Pas autant que j'aimerais l'avoir. Il y a eu beaucoup d'entreprises de Saint-Raymond ont décidé de lever la main aussi pour être dessus. Bien, au moment où on se parle, elle est en exposition, la banderole avec les commanditaires que j'ai maintenant, dans l'ancienne vitrine du Nipri, sur la rue Saint-Joseph. À côté ici? Oui, on peut la voir le soir, elle est très bien éclairée. Profitez-en pour aller faire un petit tour. Oui, bien sûr, effectivement. Et là, si on parle en termes d'échéancier, ce serait quoi? Le mois d'août, est-ce qu'on parle de... Moi, en tout cas, je vise le 30 septembre. Symboliquement, 30 septembre, ça pourrait être très bien. Présentation, sûrement qu'on va avoir encore du beau temps, de la chaleur aussi. Puis, sur le bord de la rivière, ça va être magnifique. Je pense que la ville va te donner un bon coup de main pour ça aussi. Et comment c'est fait? C'est à l'huile? Non, moi, je travaille à l'acrylique, sur vernis. Puis, on travaille sur un produit qu'on appelle le cresson, qui est un produit, un matériau qui est... Bon, on l'avait déjà utilisé pour des rénovations au centre-ville. Ça dure assez longtemps. C'était pas mal à l'épreuve des intempéries. La ville, à l'époque, m'avait jumelé avec un monsieur Gendron,
qui lui a fait la même chose sur la Côte-Nord, dans sa ville, a utilisé le même genre de produit. Fait que j'ai pu échanger avec lui pour voir un peu qu'est-ce que lui avait fait. Et lui, à l'époque, mais encore aujourd'hui, ces murales ont duré environ 20 ans avant qu'ils nécessitent certains ajustements. Puis, oui, quand même très bon. C'est ça, M. Gendron va être encore disponible si j'ai besoin de ses connaissances pour parfaire le projet. Mais en réalité, ce qui reste vraiment à faire, c'est de produire les panneaux, les installer. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis si on est tout chanceux, puis on réussit à boucler peut-être avec une subvention peut-être au fédéral avec M. Godin et compagnie, là. Okay. L'éclairage saisonnier, moi, j'y tiens beaucoup. Les gens vont apprécier parce que dans la soumission que j'ai demandé qu'on me fasse, qu'on puisse éclairer aussi le mois rose, le mois bleu, pour les concours qu'on a ici, pour la sollicitation au niveau du cancer du sein, de la prostate chez l'homme aussi. Donc, on pourra influencer la murale avec ces couleurs-là, le moment venu, pour justement quand la ville devient rose ou devient bleue. Bien sûr. En une minute, je sais, Gino, que tu t'intéresses beaucoup, tu côtoies beaucoup de métis aussi, du côté métis, avec tout ce qui se passe actuellement, la rencontre avec le pape, puis tout ce qui se trame actuellement. Est-ce que tu sens que ça évolue bien, justement, l'acceptation sociale, puis tout le partage qu'on... De ça? Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'on arrive à un moment où, au niveau de l'histoire, c'est très important pour les Premières Nations. Au fédéral, on fait partie des Premières Nations, étant métis aussi. Mais dans l'Est aussi, c'est une culture qui s'est un peu endormie avec le temps. Je fais des efforts pour essayer de réveiller un peu, revamper un peu cet orgueil-là qu'on a d'appartenir, d'avoir des liens ancestraux avec les Premières Nations. Et ça fonctionne bien parce que les gens se rappellent, ça a le don d'ouvrir la mémoire. Les livres de famille s'ouvrent à nouveau. Puis là, on réalise qu'on avait des ancêtres qui s'étaient sur le territoire par besoin de survivre souvent aussi, mais de s'installer, de s'ancrer aussi sur le territoire. Puis là, je parle de l'ancien Canada, le haut, le bas, et ainsi de suite, le nord-ouest, et ainsi de suite. C'était une nécessité à l'époque de pouvoir s'installer, hormis tout ce qui se passait au niveau de la décision gouvernementale à l'époque. Et puis avec le temps, ben c'est sûr, l'histoire a changé. Puis là, aujourd'hui, on prend connaissance d'un autre genre d'histoire. Tous ces bébés boomers qui sont partis à la retraite ont voulu s'occuper pendant la pandémie, ont ouvert des livres d'histoire. Ils ont commencé à remettre en question plein de choses qu'on connaissait, puis des choses qu'on connaissait moins. Puis on a perdu quelqu'un aussi, M. Bouchard, un historien incroyable, qui lui était favorable à ça, cette histoire-là, puis à nous faire découvrir un peu notre héritage. Exactement. Tout à fait. Alors, Gino Carrier, merci beaucoup de cet entretien. Puis on va suivre de près l'évolution de ton projet, bien entendu. Excellent. Merci beaucoup. Gino Carrier. Merci. Alors, après la pause, d'autres nouvelles et un reportage sur l'activité de prévention en conduite avec les capacités affaiblies. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi, je t'embrasse 1000 fois. À l'Aréna de Saint-Marc-des-Carrières, cet après-midi, se tenait une activité de prévention de la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue, organisée par les services d'urgence de l'ouest de Portneuf, intitulée « Impact ». Écoutons le reportage d'Aubert Tremblay. OK. Après. C'est déjà un projet qui existe pour la Sûreté du Québec. Par contre, moi, je suis originaire du comté ici, puis je voulais l'intégrer à la MRC ici. C'est pour ça qu'il m'est venu en tête d'intégrer le projet Impact, qui est un projet de sensibilisation pour l'alcool,
et la drogue, conduite alcool, conduite drogue envers les jeunes. On vise, nous autres, dans le fond, les jeunes secondaires 4 et 5, les jeunes qui viennent d'avoir un permis de conduire. Puis on vise aussi une date qui est proche des vacances pour le début du beau temps de l'été, puis en même temps, à la fin des cours, les balles de finissant, qui est un événement où il y a forte consommation d'alcool. Ça fait plus mal? OK. Oui. Là, t'as pas d'avertissement, tu me disais. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens plus ce qui s'est passé? Tu t'es-tu cogné la tête? OK. On va avoir besoin après pour l'incarcérer. Tout le monde m'a ouvert les bras. On s'entend, je suis allé voir les ambulanciers, qui est un des partenaires avec les pompiers. L'ambulancier y a embarqué, les pompiers ont embarqué. Je me suis retourné vers l'école ici à Saint-Marc-des-Carrières avec la ville. Ça a été très facile. C'est juste de coordonner le tout qui prend un peu de temps, mais ça s'organise. Mais le reste, là, on a une très belle collaboration là, de tout le monde. En gros, là, pour les conducteurs âgés de 19 à 24 ans, okay, les conducteurs représentent 9 % des permis de conduire émis au Québec. Mais ces mêmes conducteurs-là, pour la même tranche d'âge, on parle de 19 à 24 ans, ils représentent 22 % des accidents avec blessés sur la route. J'avais une grosse peine d'amour. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 1995, j'ai décidé avec mes amis, mes chums, faire le party pour noyer ça. Mes chums m'incitaient tous pour que je couche là-bas. Ben moi, j'ai fait ni un ni deux, j'ai embarqué dans mon auto puis j'ai sacré mon camp. Quel mauvais choix. Arrivé à l'hôpital, j'étais pas beau à voir. J'avais l'oreille droite coupée en deux. J'avais 2 fractures près de l'œil, ainsi que sur le côté. J'avais une autre fracture à la clavicule. J'étais en hémorragie à l'abdomen. J'avais un poumon perforé. J'ai donc dû être opéré d'urgence pour arrêter l'hémorragie. Ensuite, après l'opération, comme j'avais un grave traumatisme crânien, j'ai été plongé dans le coma. Dans le coma, j'étais aux soins intensifs. J'avais l'œil droit tout sorti de son orbite. Mon rêve avait changé à ce moment-là. Mon rêve était d'être comme avant, comme j'étais avant. Mais ce que je ne savais pas, là, c'est que c'était impossible. Que mon meilleur était maintenant derrière moi. Je me suis inscrit au cégep à Sainte-Foy à 3 cours. Je me suis vite aperçu que ma vie allait être changée à jamais. J'avais de la misère à lire mes livres, à me concentrer en classe. J'oubliais mes rendez-vous. J'étais épuisé. J'ai donc été évalué inapte au travail à 19 ans. Ce fut un choc très difficile. Ça voulait dire qu'ils jugeaient que je ne reprendrais pas plus d'habilité que j'en avais. Mon avenir, mes projets, tout était détruit. Mais si je suis capable de toucher au moins, exemple, un seul jeune au courant de l'été, puis que lui prenne conscience qu'avec ce qu'il a vu aujourd'hui, qu'il se dise par lui-même, oui, c'est vrai, ce soir, je ne conduirai pas, je vais laisser mes clés à quelqu'un d'autre, en état, je vais appeler un parent, un ami, quelque chose comme ça, dormir sur place, bien moi, mon but va être atteint pour l'activité.
Durant ses années de bénévole devant la caméra à la télé communautaire CJSR dans les années 90, le président actuel du conseil d'administration, Denis Gingras, a eu un entretien avec le maintenant feu Guy Lafleur lors d'un passage à Saint-Raymond dans le cadre d'une tournée de balles des joueurs de hockey. Écoutons une partie de cet entretien. Plaisir de vous présenter quelqu'un que tout le monde connaît, bien sûr, Guy Lafleur, l'enfant chéri des Québécois. Comment ça va, Guy? Ça va bien, merci. Ouais. Je vais te poser une question que j'avais posée à Jean Perron il y a quelques années. Es-tu déjà venu à Saint-Raymond avant? Ben, c'est la première fois. Oui, je n'ai jamais arrêté. Je suis passé parce que mon fils allait au camp ici, tout près. À Saint-Léonard, je suppose? OK. Ah, oui. Ton rôle chez le Canadien actuel, c'est quoi, toi, là? Moi, mon rôle, c'est ambassadeur. Je fais des promotions à travers la province, puis certaines villes à travers le Canada aussi. Puis je m'occupe de la partie de balle, la tournée de balle qu'on fait présentement avec Jean Bergeron de Brassy au Conseil d'O'Keefe. Là, je me pose une question. Pourquoi Guy Lafleur ne joue pas à balle? Parce que les gens veulent voir les joueurs. C'est une belle opportunité pour les joueurs de rassembler les joueurs avant la saison commence. Puis pour moi, bien, je veux dire, de me voir jouer à la balle, là, c'est pas une inspiration bien pour bien du monde. C'est plus le fun de voir les joueurs, je pense. C'est intéressant. Est-ce que... Pardon. Ça fait combien d'années, toi, tu as pris ta retraite? Le temps passe tellement vite. Moi, ça fait depuis 91. Je suis dans ma 6e année. Là. Les anciens Canadiens, tu joues pour eux autres à l'occasion aussi? Beaucoup de matchs organisés par les anciens Canadiens. Moi, j'ai une cédule de 35 matchs durant la saison pour les légendes du hockey. C'est une tournée qui se fait à travers le Canada, puis quelques villes aussi aux États-Unis. Puis on joue contre l'équipe de la GRC un peu partout à travers la province. Ici, au Québec, les matchs vont se disputer contre la GRC ainsi que des polices de la Ville de Montréal ou municipales. Une dernière question piège un petit peu. Ton meilleur souvenir du hockey, c'est quoi? J'en ai un paquet. Il y en a un paquet. Ton passage à Québec, dans la région de Québec, est-ce que c'est quoi qui a été important pour toi? Ben, je veux dire, mon passage, ça a été, la fin de carrière que j'ai toujours désiré avoir. Tu sais, j'ai une belle fin de carrière, puis les Nordiques m'ont permis d'avoir cette belle fin de carrière-là avec eux autres. Puis, m'ont permis quand même d'évoluer 2 ans dans la Ligue nationale, avec une année à New York, mais j'ai beaucoup aimé mon séjour à Québec. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, tu es encore populaire parce que tu as eu celui des meilleurs applaudissements. Alors, on vous souhaite bonne chance, la partie de balle. Merci. Et puis, ça nous a fait plaisir. Parfait. Merci, Guy. Au revoir. Alors, vous aurez deviné, je suis en compagnie de Jocelyn Thibault. Salut, Jocelyn. Salut, ça va? Ben oui. C'est la première fois que tu viens à Saint-Raymond? La patineuse artistique Naomi Voyer du club de patinage artistique de Saint-Raymond et l'une des entraîneuses du club, Marie-Pierre Junot, se sont démarquées lors du championnat de patinage Star Michel Proulx de niveau provincial qui se tenait du 21 au 24 avril dernier à Lévis. La performance de Naomi Voyer lui a valu la première place dans la catégorie or, adulte, dame, moins de 35 ans. Marie-Pierre Junot est montée sur les marches du podium en remportant la médaille d'argent dans la catégorie maître adulte, moins de 35 ans. La Corporation de développement de Saint-Raymond annonce la nomination de l'homme d'affaires raymondois Régent Plamondon comme nouveau président du conseil d'administration. Louis Quentin, distributeur Shell, demeure vice-président, alors que Marie-Christine Parent, directrice générale de Soudure sanitaire FP et Filles, agira comme secrétaire trésorière. Au cours des dernières années, la CDSR a été particulièrement active au développement industriel. De 2018 à 2021, plus de 1,4 million de pieds carrés de terrain ont été vendus dans le parc industriel numéro 2, se traduisant par l'implantation de 16 nouvelles entreprises. Soulignons que la Corporation de développement de Saint-Raymond opère un incubateur d'entreprises industrielles dont le taux d'occupation actuel est de 100 % et gère notamment un fonds d'implantation qui permet de financer la construction d'immeubles locatifs. La Ville de Shannon avise les résidents de la fermeture temporaire du parc Barrie, situé au 416 rue Barrie. Le module de jeu de la structure centrale du parc, comprenant le parcours de glissade, ne répond plus aux normes de sécurité et devra être démantelé. Les travaux qui débuteront au cours des prochains jours se poursuivront pour une période approximative de 2 semaines afin d'assurer la sécurité des utilisateurs. Le parc, dont l'accès est cadenassé, demeurera fermé durant les travaux. La Ville entend procéder le plus rapidement possible
possible à l'installation d'un nouveau module de jeu. D'ici là, elle procédera à l'installation d'un panier de basketball pour bonifier l'équipement du parc. Et un petit mot pour dire que l'École de musique régionale de Pont-Rouge tiendra son concert bénéfice le jeudi 19 mai prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond dans le contexte d'un cocktail dînatoire et un spectacle. Dès 18 h, il y aura prestation de la soprano Cara Martel-Laroche. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse justement avec des images de l'opération Impact visant la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. Alors, bonne semaine.